Maintenant, on passe à l'exercice 2, dans lequel on considère le montage à transistor de la figure 2, dont on donne les valeurs numériques de RB, RC, RE, bêta et VCC. Voilà le montage de la figure 2, donc le voilà, dans lequel on connaît les différents paramètres bien sûr. Et on demande dans l'étude statique de déterminer le point de fonctionnement, du transistor, IB0, IC0 et VCE0. Et on suppose que le courant de la base est négligeable devant le courant du collecteur, puisque bêta est très supérieur devant 1, et on prend la valeur de VBE qui est égale à 0,6 volts. Puisqu'on étudie ici le régime statique, c'est-à-dire indépendant du temps, alors on prend oméga égale 0. Or, pour un condensateur, on sait que son impédance elle est égale à 1 sur J, c'est oméga. Alors, en régime statique, ZC tend vers l'infini. Et donc, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert. Et donc, en régime statique, ce condensateur CB, on va le remplacer par un interrupteur ouvert, et aussi le condensateur de liaison à la sortie par un interrupteur ouvert, et celui-là aussi par un interrupteur ouvert. Et donc, en régime statique, le montage devient comme suit. Donc ici, on a RB, on a notre transistor, ici on a RC, et là on a la résistance RE dans laquelle circule le courant bien sûr IE. Et là on a le générateur de tension continue de polarisation, c'est VCC. Donc maintenant on va appliquer la loi des mailles dans cette maille-là. Et on va écrire que la tension VCC qui est là, donc elle va être égale à la tension aux bornes de RE, c'est-à-dire c'est RE fois IE, la voilà ici, plus la tension qui est là, c'est-à-dire c'est VBE, donc la voilà, donc il est là, plus la tension qui circule ici, puisque le courant ici à l'entrée de notre transistor c'est IB, alors le courant qui circule ici, c'est bien IB. Et donc la tension aux bornes de RB, c'est RB fois IB. Et donc on peut écrire, puisque IE c'est à peu près égal IC qui est égal à bêta fois IB, que RB plus bêta RE fois IB plus VBE, le tout il est égal à VCC. Et on peut déduire que le point de fonctionnement ici, qu'on va noter IB0, il a la forme suivante. Donc c'est VCC moins VBE sur RB plus bêta RE. Et on a les différents paramètres, puisqu'on connaît VBE, VCC, RB, bêta et RE. On peut déduire la valeur numérique de IB0, qui va avoir la valeur numérique de 55 microampères. On voit bien que c'est une valeur qui est très faible. Et puisqu'on connaît que IC0, il est égal à bêta IP0, donc on peut déduire l'expression suivante pour IC0, et comme valeur numérique, IC0, il est égal à 8,3 milliampères, et on voit bien que IC0, il est très grand devant IB. Et pour trouver VCE0, on va appliquer la loi des mailles dans cette maille ici, et on peut écrire que VCC, il est égal à la tension aux bornes de RE, donc c'est RE fois IE, plus la tension qui est là, donc c'est plus VCE,
et plus la tension aux bornes de RC, c'est-à-dire c'est RC fois IC. Et on peut déduire que VCE, donc elle s'écrit sous la forme suivante. Donc c'est VCC moins REIE moins RCIC. Et puisque IE il est égal à peu près IC, on peut déduire que c'est VCC moins RE plus RC fois IC. Et on déduit la valeur numérique de VCE0, donc il est égal à 6,7 volts. On passe maintenant à l'étude en régime dynamique, exactement en basse fréquence. Dans la question 2, on demande de donner le schéma dynamique faible signaux du transistor et on donne les valeurs numériques des paramètres hybrides HIJ qui sont là, tels qu'on a H12 qui est nul et H22 qui est nul. Alors pour donner ce montage-là, on va rappeler le montage équivalent du transistor qu'on considère comme étant un quadripôle, caractérisé par les paramètres hybrides. Donc d'une manière générale, on le donne sous cette forme. Donc on a, c'est la résistance H11, dans laquelle circule le courant IB. Donc ici on note en minuscule l'indice et aussi le symbole, on est en régime dynamique. Et on a un générateur de tension, au bord duquel on a c'est H12 fois VCE. Et à la sortie, donc on a un générateur de courant dans lequel circule le courant bêta fois IB. Et en parallèle, on a la résistance 1 sur H22. Tel que ici, là, donc il s'agit de l'émetteur. Ici, c'est le collecteur. Et là, c'est la base. Et puisqu'on a donné dans l'exercice que H12 il est nul et H22 il est nul, donc 1 sur H22 il est infini, donc on va remplacer cette résistance 1 sur H22 par un interrupteur ouvert. Et là, H12 il est nul, donc ce générateur de tension, on va le remplacer par un fil. Et donc on aura le schéma équivalent suivant. Donc ici on a 1 sur H11 entre la base et l'émetteur. Et là, donc on a le générateur de courant. Et ici, on a le collecteur. Ici, c'est bêta fois IB. Bêta, c'est aussi H21. Et ce schéma-là, donc on peut le noter sous la forme de la figure 1. Donc c'est là. Tel que ici, entre la base et l'émetteur, circule le courant IB de B vers E et on a la résistance H11. C'est ce qu'on a ici. On a H11 et le courant qui circule ici, IB de la base ici vers l'émetteur. La même chose, entre le collecteur et l'émetteur, on a le générateur de courant de valeur bêta fois IB. C'est ce qu'on a ici. Et donc le schéma simple ici, dynamique faible signaux du transistor, c'est celui de la figure 1. Maintenant, on passe à la question 3, dans laquelle on dit que les liaisons par les condensateurs CL et le découplage par le condensateur CB sont supposés passer aux fréquences d'utilisation. En supposant ceci, on demande de déduire le schéma dynamique faibles signaux du montage. Donc en régime dynamique, on peut remplacer les condensateurs par des fils. Et dans ce cas, le montage il va devenir, donc on va pouvoir court-circuiter CB, CL et CL à l'entrée. Donc on va les remplacer par des fils. Donc pour ceci, donc je vais les enlever. Et après donc les remplacer par des fils. Voilà. La même chose pour CL à la sortie. Et on va les court-circuiter. Donc on va les remplacer par des fils. Donc celui-là, je vais le remplacer par un fil. La même chose ici. Et la même chose là. Donc voilà, donc le montage il devient comme
ce qui est représenté sur la figure qu'on vient de terminer. Donc voilà, ici on a l'émetteur, là c'est la base, et là c'est le collecteur. Et puisque notre transistor, on va le remplacer par le schéma équivalent faibles signaux de la figure 1 qu'on a trouvé dans la question précédente, alors voilà notre transistor. Il est là. C'est la partie du montage de la figure 1. Et entre l'émetteur et la masse, qui est relié à la base par le fil qui est là, on a la tension VE. Donc voilà la tension VE. Il est entre ce point-là qui est l'émetteur. Et là, bien sûr, c'est le collecteur. Ici, c'est la base. La base est équivalente à la masse. Donc entre l'émetteur et la masse, on a la tension VE. C'est ce qu'on a ici. Et on a aussi la résistance RE. La voilà. Maintenant, entre le collecteur qui est là et la masse, j'ai oublié de dire qu'on va court-circuiter aussi VCC, donc on va le mettre à la masse, ici. Donc, entre le collecteur et la masse, on a RC, la voilà, il est là. Et entre le collecteur et la masse, on a la tension VS, la voilà. Donc, d'où le schéma équivalent qui est le suivant. Donc, je vais effacer ce que j'ai noté. Voilà le schéma équivalent du montage, ce n'est pas du transistor, mais du montage en faibles signaux. On passe maintenant à la question 4, dans laquelle on demande de déterminer en fonction des éléments du montage, ainsi que les applications numériques, des paramètres suivants. On va commencer par le gain en tension à vide, c'est-à-dire AV qui est égal à VS divisé par VE. Puisque le gain en tension il est défini sans charge, c'est-à-dire à vide, ça veut dire que le courant IS il est égal à 0. Donc AV il est égal à VS sur VE, AIS égal à 0. Donc on va considérer le montage équivalent qu'on a trouvé dans la question précédente et on va travailler à vide. Donc ici on a IS égal à 0. Donc le courant qui va circuler ici, c'est le même courant qui est là, c'est-à-dire c'est bêta fois IB. Et la tension aux bornes de H11, c'est la même aux bornes de RE, c'est-à-dire ici on a c'est VE. Alors on peut écrire que VE, d'après la figure qu'on a trouvée ici, donc c'est moins H11 fois IB. C'est la tension aux bornes de H11 qui est parcourue par le courant IB, qui est dans le même sens que la tension, d'où le signe moins qu'on a. La même chose pour VS, il est égal à la résistance RC multipliée par bêta IB, et puisque les deux tensions et courants sont dans le même sens, on a VS qui est égal à moins bêta fois RC fois IB. En faisant le rapport entre VS et VE, on va trouver que AV il est égal à bêta fois RC divisé par H11. Et en réalisant l'application numérique, on va trouver que AV il est égal à 120. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet amplificateur à transistor, il va amplifier la tension d'entrée avec un coefficient qui est égal à 120. Maintenant, on passe à la question 4.2, dans laquelle on demande de déterminer la résistance d'entrée RE. On sait que RE, il est défini par VE sur IE. Alors, on va essayer de déterminer IE en fonction de VE et on fait leur rapport. Pour ceci, on va essayer d'appliquer la loi des nœuds ici, ce nœud-là. Donc, ce courant-là, on va le noter I1 et ce courant-là, on va le noter I2. Donc, on a IE, il est égal à I1 plus I2.
Et on a I1, donc puisque I1 il circule dans la résistance RE, et au bord de cette résistance-là, on a la tension VE, donc I1 elle est égale à VE sur RE. Et si on applique la loi des nœuds en ce nœud-là, alors on peut écrire que I2 il est égal à moins bêta fois IB moins IB. Parce que le courant bêta IB, donc il entre dans le nœud, la même chose que IB, il entre dans le même nœud, et I2 il entre dans le même nœud, d'où le signe moins qui apparaît dans moins bêta IB et moins IB. Donc on peut alors écrire que IE, il est égal à VE sur RE, moins, je factorise avec IB, c'est bêta, plus 1 fois IB. Et d'après la relation qu'on a déjà établie dans la question 4.1, cette relation-là, donc on a établi que VE c'est égal à moins H11 fois IB. Alors, IB, il est égal à moins VE sur H11. Donc en remplaçant IB dans cette expression-là, donc le signe moins il va disparaître et on va remplacer par VE sur H11, ce qui permet d'obtenir la relation suivante. Donc IE, il va être égal à VE sur RE plus bêta plus 1 sur H11 VE. Et donc, IE sur VE donne cette relation-là. Donc, c'est 1 sur RE plus bêta plus 1 sur H11. Et IE sur VE, ce n'est que 1 sur RE. Donc, 1 sur RE, la résistance d'entrée est égale à 1 sur RE plus bêta plus 1 sur H11. Donc, on peut déduire que RE, ce n'est que la résistance RE en parallèle avec la résistance H11 sur bêta plus 1, ce qui permet d'avoir cette relation-là. Et en réalisant l'application numérique, on va trouver que RE elle est égale à 3,3 ohms. Donc on voit bien que cette résistance d'entrée elle est assez faible devant les résistances qu'on connaît. Passons maintenant à la question 4.3, dans laquelle on demande de déterminer la résistance de sortie RS. On sait que RS il est défini par VS sur IS lorsque VE il est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre VE égale 0. On va supposer comme si il existe un générateur ici à la sortie qui donne la tension VS. Et on cherche IS en fonction de VS. Pour ceci, puisque VE il est égal à 0, alors IB il va être aussi égal à 0. Et donc le courant qui est là, il va être égal à 0. Donc le courant IS, c'est lui qui va parcourir la résistance RC. Et donc on peut écrire que VS, il est égal à RC fois IS. Alors le rapport entre VS et IS, ce n'est que RC. D'où la résistance à la sortie, il est égal à RC. Et en réalisant l'application numérique, on trouve que RS est égal à 400 ohms. Après avoir déterminé les différents éléments du montage amplificateur en supposant que H de 2 il est nul, maintenant dans la question 5, on va supposer que H de 2 n'est pas nul. Et la convaleur, c'est 0,5, 10 à la puissance moins 4 Siemens. Avec Siemens, bien sûr, c'est le ohm moins 1. On va alors essayer d'exprimer le courant IC qui circule, qui entre dans le collecteur en fonction de bêta, IB, VE, VS et H de 2. Pour ceci, on va essayer tout d'abord de donner le schéma équivalent en supposant que H de 2 n'est pas nul. Et on va utiliser le schéma équivalent qu'on a déjà établi, dans lequel on a éliminé la résistance 1 sur H de 2, qui était en parallèle avec le générateur de courant bêta IB. Donc le nouveau schéma, rien ne change par rapport au premier, sauf ici, on va mettre la résistance 1 sur H de 2. Voilà le schéma équivalent qu'on a représenté ici sur la figure 3. Maintenant,
on va essayer d'exprimer le courant IC. Pour ceci, on va tout d'abord déterminer le potentiel en ce point-là, qui est le même que celui-là, ainsi que le potentiel en ce point-là, c'est-à-dire c'est celui-là. Donc pour le premier nœud ici, le potentiel, c'est égal au potentiel qui est là. Et puisque la tension VE, c'est la tension entre ce point-là et la masse, donc je peux dire que ici, j'ai le potentiel VE. Et donc ici, la même chose, c'est le potentiel VE. De même ici, le potentiel en ce nœud-là, c'est le même que celui-là, donc c'est le potentiel VS. Alors, aux bornes de la résistance 1 sur H de 2, je peux dire que j'ai la tension, c'est VS moins VE. Et je peux exprimer le courant qui circule dans cette résistance-là, si je le note par exemple I', donc je peux dire que I', il est égal à la tension, c'est-à-dire c'est VS moins VE, divisé par la résistance qui est égale à 1 sur H de 2. Et voilà, on a écrit ici que le courant, c'est celui-là. Et si je fais monter le H de 2, donc le courant I', il est égal à VS moins VE fois H de 2. Or, d'après la loi des nœuds en ce nœud-là, celui-là, on peut écrire que IC, il va être égal au courant qui est là, plus le courant I'. Et donc, on peut noter que IC, il est égal à bêta IB, plus le courant qu'on vient de calculer I', qui est égal à VS moins VE fois H de 2. Voilà ce qu'on cherche. On va déterminer maintenant l'expression du gain en tension à vide, AV, en supposant que H de 2 n'est pas nul. Alors, on va essayer d'exprimer VS et VE à vide et on va faire leur rapport. Donc ici, on a dit on travaille à vide, c'est-à-dire que IS, il est nul. Et donc le courant qui circule dans RC, ce n'est que IC. Alors on peut écrire que VS, ce n'est que moins RC fois IC. IC et VS ont le même sens, d'où le signe moins. La même chose ici à l'entrée, on a la tension, c'est VE. C'est la même entre ces deux points-là. Ils sont les mêmes que ces deux points-là. Donc c'est VE. Donc on peut écrire que VE, il est égal à moins H11 fois IB. Et d'après l'équation qu'on a établie à la question 5.1, c'est-à-dire l'équation 5 ici, on va la remplacer dans l'expression de VS qui est là. On va pouvoir écrire que VS, elle est égale à moins RC, facteur, tout ce qui est là, c'est IC qui est l'équation 5. C'est bêta IB plus VS moins VE fois H de 2. Et en rassemblant VS, on va diviser ici le VS par RC, bien sûr avec le signe moins, et on va apporter le H de 2 fois PS. Donc on aura, c'est moins 1 sur RC plus H de 2 fois VS, qui est égal à le courant qui est là, c'est bêta IB, le voilà, et ce qui reste ici, c'est moins VE fois H de 2, le voilà. Et en remplaçant IB par cette expression-là, donc IB, il est égal à moins VE sur H11. Donc ici, on a bêta fois IB. Voilà, donc on aura ces bêta sur H1, voilà le signe moins. Et plus le H de 2 qui était là, on a factorisé avec le moins, le tout fois VE. Donc on peut déduire maintenant que AV, ce n'est que VS sur VE, il va être égal à bêta sur H11 plus H de 2, le tout divisé par H de 2 plus 1 sur RC. Et sous une forme plus compacte, on peut écrire AV sous la forme suivante en supposant que H de 2 il n'est pas nul. Et si on fait H de 2 égale à 0, on peut établir la même expression qu'on a établie dans la question 4. Et en réalisant l'application numérique, on va trouver que AV est égal à 117,7. Et on peut faire comme conclusion que la valeur de AV qu'on a trouvée en supposant que H de 2 il est nul, on a trouvé 120. Et en supposant que H de 2 n'est pas nul, on a trouvé que c'est 117,7. On trouve alors une incertitude relative de l'ordre de 2%, ce qui est très faible.
Donc on peut alors négliger ce paramètre h de 2 et le prendre égal à 0 sans avoir une influence sur l'amplification en tension. Voilà, avec ceci, on termine l'exercice 2.